à 7h15 sur Europe 1. Ils sont tous là, c'est l'équipe du kiosque, Patrick. Oui, le kiosque d'Europe 1, nos chroniqueurs de l'été en pleine forme pour bien vous réveiller, vous informer avec les histoires du jour, tout ce qu'il faut savoir. Jeanne Daudet pour la presse régionale, Samuel Etienne pour la presse internationale, Emmanuel Dutheil pour la une de l'économie et Guillaume Janton qui regarde la télé pour nous et qui nous sélectionne. Bonjour à vous. Bonjour Patrick. Et on commence avec vos quotidiens nationaux et la même photo et la même couleur qui occupe largement la une de vos journaux ce matin. Le sacre de Froome avec son maillot jaune de vainqueur du Tour, la victoire d'un mal-aimé, comme le titre Le Figaro. Le Britannique aura tout encaissé, les soupçons de dopage, les crachats et même les jets d'urine. Et il répond à tout cela avec le flegme bien de chez lui. 99% de la foule a été fantastique. C'est ce que je peux retenir du Tour, dit le double vainqueur de la Grande Boucle, qui, comme l'explique le journal L'Équipe, ne s'est pas démonté et s'est encore défendu sur le podium hier sur les Champs-Élysées. Je ne bafouerai jamais le maillot jaune. C'est sa petite phrase reprise en une du quotidien sportif. Libération revient aussi sur la fin du Tour en lançant cette question. Les Français sont-ils vraiment incapables de gagner l'épreuve? Bleu, blanc, blues, oui, déplore Libé. Pas un vainqueur depuis 30 ans. Autre sujet de préoccupation ce matin, la crise de l'élevage, c'est bien la distribution qui est au cœur du secteur. La Croix revient en détail sur le mécanisme avec les enseignes bon marché accusées pour l'origine de leur viande. À lire aussi ce matin un récit hallucinant dans Le Parisien aujourd'hui en France. Le témoignage d'un Français qui s'était engagé dans l'armée islamique. Il raconte tout après être rentré aujourd'hui en France où il est détenu. Ali, c'est son prénom, s'était radicalisé en prison à Fleury-Mérogis. Il s'est ensuite rendu en Syrie où il a servi dans la police islamique à Raqqa. Finalement, devant la barbarie, il s'est enfui pour revenir et vouloir reprendre une vie normale. Pour l'instant, il est donc en détention, mis en examen. Les enquêteurs veulent être certains qu'il n'a pas d'intention criminelle. À la une des régions maintenant, Jeanne Daudet, quelle histoire a retenu votre attention ce matin ? Celle d'un métier un peu particulier, Patrick. Tête à claque, c'est le titre de l'article de l'Est républicain qui raconte l'histoire de Frédéric, client mystère pour de grandes compagnies aériennes pendant 10 ans. Alors le client mystère, c'est un faux client chargé de tester une compagnie aérienne de la réservation du billet à l'aéroport d'arrivée. Et c'est une vie assez douce. Vous partez aux frais de la compagnie pour toutes sortes de destinations dans le monde. Les seules règles, ne pas dévoiler sa couverture. Ça fait très James Bond ou SS 117. Jouer, je cite Frédéric, le client chiant aux demandes impossibles, au rythme d'un voyage par mois, de la durée de votre choix. Seule la vie sur place est à votre charge. Et Frédéric s'est appliqué. Quelques exemples. Il a d'abord joué le client qui change d'un coup de destination, qui fait recommencer des dossiers. Lourd mais basique, puis il est devenu incapable d'aligner un mot d'anglais, plus complexe. Enfin, à bord d'un autre avion, il a soudainement voulu absolument visiter le cockpit pendant le vol. Là, il est devenu carrément énervant. Ça, évidemment. Voilà. En tout, 98 pays visités, Nigeria, Philippines, Venezuela, Corée, jusqu'en 2011, où les compagnies ont décidé de modifier leur façon de tester leur personnel. Jeanne, jusqu'à cette date, c'était un métier de rêve, ce truc-là, non ? Pas toujours. Ce job a occasionné quelques soucis à Frédéric. Il a voyagé à plusieurs reprises en Colombie, quelques jours à chaque fois. Et ce comportement a été un peu suspect pour les douaniers qui l'ont suspecté de trafic de drogue. Il s'en est tiré avec une bonne fouille au corps. Mais au Venezuela, même soupçon. Et là, un peu plus compliqué, il a eu le droit à une petite visite des catacombes de l'aéroport. Aïe, sympa. Pas mal quand même ce métier, effectivement, de découvrir. Avec quelques risques. Merci, effectivement. Du métier. Jeanne Daudet, la presse internationale maintenant avec vous, Samuel Etienne. Oui, Patrick, je vous emmène en Afrique aujourd'hui avec cette une choc du journal sud-africain The Times, Born for Bullet, littéralement né pour être abattu. Alors de quoi s'agit-il ? De ces centaines de lions désormais élevés chaque année en Afrique du Sud pour se faire abattre. Nous parlons là d'animaux élevés par des hommes, retirés dès leur naissance à leur mère pour qu'elles puissent avoir une nouvelle portée au plus vite. Des animaux qui, dès qu'ils seront assez grands, seront offerts au bal d'un riche chasseur désireux de ramener l'impressionnant trophée chez eux. Mais ils sont chassés dans quelles conditions, ces lions ? Jeanne, justement, c'est là où même les sociétés de chasse TIC, ils ne sont pas chassés, ils sont abattus. Voilà comment ça se passe concrètement. Le client choisit son lion sur Internet, entre 15 000 et 70 000 euros selon l'âge, le gabarit, la crinière.
Un rendez-vous est pris où le tireur pourra abattre l'animal, non pas en pleine nature, mais dans un enclos fermé, d'où l'animal ne peut s'échapper. Un lion, par ailleurs, très facile à abattre, puisqu'il ne se méfie pas, vu qu'il a été élevé, Patrick, par des hommes. Et pour être encore plus tranquille, et bien souvent, on lui administre des tranquillisants. Drôle de chasse, est-ce que c'est légal vraiment tout ça? C'est parfaitement légal. Ah bon? Ouais, en 2007, une loi avait été votée en Afrique du Sud, exigeant notamment que les grands prédateurs puissent vivre libres pendant 2 ans avant d'être chassés, mais cette loi, elle a été annulée en 2010 par la Cour suprême sud-africaine. Et voilà qui ne va pas arranger les choses. La compagnie aérienne South African Airways vient de lever l'interdiction de transporter des trophées de chasse dans ses soutes. Les riches pseudo-chasseurs vont donc pouvoir amener leur tête de lion en toute quiétude à la maison. Très étonnant, effectivement, tout ça. Merci Samuel Etienne. À la une de l'économie, Emmanuel Dutheil. Les Échos, avec le coup de fièvre de l'État actionnaire et puis le sauvetage d'Areva cette semaine. Oui, alors pourquoi moi j'ai envie de vous parler de tout ça ce matin? Eh bien parce que le patron de l'Agence des participations de l'État, c'est-à-dire celui qui gère les investissements de l'État, notamment dans les entreprises cotées en bourse, a été écarté de son poste après seulement 1 an. Vous pouvez lire ça effectivement dans les Échos ce matin. Alors la question qui vous brûle tous les lèvres, j'en suis certain ce matin, c'est pourquoi donc a-t-il été viré? Eh bien, voilà, merci, en moins une qui suit. Eh bien, officiellement, la greffe n'a jamais pris. Régis Turini, c'est son nom, a fait une grande partie de sa carrière dans le privé, principalement chez Vivendi. Il aurait eu un peu tendance à vouloir appliquer les mêmes recettes, c'est-à-dire gérer de façon très dynamique les gigantesques participations de l'État. Autrement dit, acheter et vendre quand c'est intéressant pour l'État, sans obligatoirement se poser la question du « mais est-ce que politiquement c'est aussi intéressant ?» Alors, je peux vous dire que je l'avais rencontré à une reprise en tête-à-tête et c'est vrai que c'est un sacré personnage qui savait où il voulait aller, un peu trop semble-t-il aux yeux de l'État, car on l'oublie souvent, mais l'État est un gigantesque actionnaire. Fin 2013, on contrôlait, parce qu'on est tous actionnaires finalement de l'État, on contrôlait majoritairement, directement ou indirectement, 1444 sociétés en France et l'État employait à ce titre plus de 800 000 salariés. Mais le gros du gros, ce sont les 13 participations cotées en bourse comme EDF ou Engie, l'ancien Gaz de France. Avec ces 13 participations, il y a quand même un matelas d'un petit peu plus de 80 milliards d'euros. Tout de même, 80 milliards d'euros. Et justement, Emmanuel, parmi ces participations, il y a Areva. L'État va devoir trancher cette semaine sur l'avenir du groupe nucléaire. Ouais, alors là, c'est pas la participation la plus rentable pour le moment, vous le savez sûrement, mais la situation est très tendue chez Areva, à cause notamment de l'accident de Fukushima au Japon. Le marché du nucléaire s'est totalement arrêté. Du coup, il faut sauver ce soldat Areva, et c'est EDF qui va se retrouver en première ligne. Pour faire simple, EDF est d'accord pour reprendre ce qui l'intéresse, mais pas à n'importe quel prix. L'Élysée doit statuer cette semaine sur le schéma retenu, un dossier qui sera donc suivi par le nouveau patron de l'Agence des participations de l'État, qui est Martin Vial, qui est notamment l'ancien patron de La Poste. Merci Emmanuel Dutheil. À la télévision ce soir, Guillaume Janton. On va changer de sujet complètement après l'économie. L'Agence des participations de l'État n'est pas à la une ce soir. L'amour à 200 mètres, la scripted reality de France 2. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des applications pour draguer. Alors pour commencer, qui en a une sur son téléphone ici ? Ah non, alors. Je sens qu'il y en a qui ne disent pas. J'ai pas mon téléphone avec moi. Il y en a qui ne disent pas la vérité dans ce studio. Et oui, les applications de drague, c'est un peu comme les magazines People. Personne n'avoue aimer ça, mais tout le monde est abonné, n'est-ce pas Samuel? Alors, moi, il est marié. Je jure que je ne suis pas abonné à Magazine People. Alors pourquoi je vous parle de ces applications? Parce que c'est le thème de cette mini-série qui s'intitule L'amour à 200 mètres. Un titre qui fait référence à ces applications grâce auxquelles on peut rencontrer des célibataires qui se trouvent autour de nous. Une fiction pleine de premiers rendez-vous, et qui dit premier rendez-vous dit parfois un moment un peu gênant. Eh ben dis donc. N'est-ce pas? C'est dingue. Grave. Gros dialogue. Autre particularité de L'amour à 200 mètres, il s'agit d'une scripted reality. Alors pour vous expliquer, une scripted reality, c'est comme une fiction normale, mais avec le budget de la kermesse de l'école de votre enfant. Alors il y a moins de budget dans le tournage, dans le montage et forcément aussi dans l'écriture. D'ailleurs, on finit par se demander si ça n'est pas un camarade de classe de votre enfant qui a écrit les dialogues justement. Qu'est-ce que vous faites là? Et comment vous êtes entré? Par la porte. Oui, alors a priori, entrer par la porte, ça semble logique. Et puis qui dit scripted reality, dit comédien débutant, voire amateur. Alors je vous ai préparé un petit cours de comédie avec les acteurs de L'amour à 200 mètres et on commence tout de suite avec la tristesse. Amélie? Pourquoi?
J'ai fait la comédie française moi aussi. Alors là où les acteurs de L'amour à 200 mètres sont les meilleurs, c'est lorsqu'ils jouent la colère. Attention, vous allez entendre une scène absolument poignante. Je te préviens, Martin. Joue pas à ça. Tu veux la guerre? Et qu'est-ce que tu comptes faire, hein? Tu veux m'étouffer avec un de tes bas? Je vais te démolir. Voilà. Ils sont très très bons en musique d'ambiance. Ouais. Ouais. Alors, vous l'avez compris, hein, si vous ne jurez que par la comédie française, cette fiction n'est pas faite pour vous. En revanche, si vous voulez vous divertir devant un programme léger et apprendre au second degré, il faut regarder L'amour à 200 mètres. Et puis après une application pour trouver l'âme sœur, on recommande aux comédiens de télécharger une application pour trouver un prof de théâtre. Fiction, mais inspirée de faits réels quand même. Évidemment, oui, normalement, c'est ça. C'est à 10h30 ce matin 10h25. Sur Europe 1. Merci Guillaume Janton, merci à tous. Rideau sur le kiosque.